Nous allons maintenant décrire l'anatomie des testicules et des voies spermatiques. Les deux testicules sont situés dans les bourses, à l'extérieur de la cavité abdominale, à laquelle ils sont rattachés par des cordons et un ensemble de fascias et de muscles emportés par le testicule lors de sa descente depuis la région lombaire jusqu'à la région scrotale, comme nous le verrons dans le chapitre sur l'embryologie. Les testicules produisent les spermatozoïdes qui vont être acheminés vers l'extérieur au moment de l'éjaculation par les voies spermatiques représentées ici en rose. Nous allons donc décrire successivement l'embryologie des testicules, expliquant leur position intrascrotale, puis nous verrons en détail les différents éléments constituant les voies spermatiques. Il est nécessaire de voir l'embryologie du testicule pour comprendre l'anatomie de cette glande à l'âge adulte. L'appareil urogénital provient du mésoblaste intermédiaire. Voici une coupe transversale d'un embryon dans la région lombaire et une vue antérieure de cette même région. La formation des gonades se fait en deux stades. Un premier stade indifférencié, puis un stade de différenciation vers le sexe masculin ou féminin. À la 5e semaine de développement, on assiste à la migration de cellules germinales dans le mésentère dorsal vers les crêtes génitales. À ce stade, la gonade indifférenciée commence à se former par prolifération de l'épithélium célomique en regard des tubules mésonéphrotiques. L'épithélium célomique envoie des travées ou cordons sexuels primitifs qui vont séquestrer les cellules germinales primordiales. Ces cordons sexuels primitifs vont se réunir en un réseau que l'on nomme à ce stade le rété gonadique, qui va se connecter avec une partie des tubules mésonéphrotiques issus des canaux de Wolff. Sur cette vue antérieure, on retrouve la gonade dans la région lombaire, en regard du corps de Wolff, qui constitue le rein primitif secondaire ou mésonéphros. Il existe à ce stade un canal, le canal de Wolff, ou canal mésonéphrotique, qui apparaît à partir de la 4e semaine dans la région lombaire haute et va se poursuivre dans le sinus urogénital primitif. Il réunit la plupart des canaux mésonéphrotiques qui vont finir par dégénérer, sauf une dizaine d'entre eux qui vont rester en contact avec la gonade. D'autre part, on note la présence d'un canal dit de Muller à partir de la 4e semaine, se terminant aussi dans le sinus urogénital et qui va fusionner avec son homologue contralatéral, notamment pour former l'utérus. La différenciation de la gonade dans le sens mâle est induite par le gène SRY. La protéine SRY, produite par les cellules germinales primordiales, induit une différenciation des cellules mésenchymateuses de la région médulaire en cellules de Sertoli. On assiste à ce stade à la formation d'une albuginée par condensation du mésenchyme. Cette dernière envoie des cloisons qui vont séparer le testicule en lobules. À la puberté, les cordons sexuels primitifs deviennent les tubules séminifères contournés et droits. Le rété gonadique devient le rété testis, lui-même connecté à des tubules mésonéphrotiques qui donneront les cônes ou canalicules efférents. Les tubules mésonéphrotiques persistants deviendront à l'âge adulte les canalicules efférents. Entre la 8e et la 12e semaine de développement, sous l'action de la testostérone, on assiste à la transformation des conduits mésonéphrotiques en voies spermatiques. La partie haute du canal de Wolff reste connectée avec les cônes efférents et devient l'épididyme. L'idatide épididymaire ou pédiculé est un résidu des cônes efférents à l'âge adulte. La partie basse du canal de Wolff devient le conduit déférent, la vésicule séminale et le conduit éjaculateur. Le canal de Muller dégénère dans le sexe masculin dans son ensemble, sauf aux extrémités. À l'extrémité supérieure, il va persister sous forme d'un résidu, l'idatide testiculaire ou idatide sessile de Morgani, et à son extrémité distale, qui donnera l'utricule prostatique. Le sinus urogénital donnera les urètres pelviens et péniens, la prostate et les glandes bulbo-urétrales. Alors, il est important de comprendre que le testicule est initialement en position lombaire, relié au diaphragme par le ligament diaphragmatique et surtout au bourrelet génital par le ligament inguinal qui deviendra ensuite le jubernaculum testis ou ligament scrotal. Entre la 7e et la 12e semaine de développement, le jubernaculum testis se raccourcit et attire le testicule, ses vaisseaux et le canal déférent vers le canal inguinal, puis le scrotum.
La descente testiculaire est sous contrôle de la testostérone. Au même moment apparaît une évagination du péritoine, appelée le canal péritonéo-vaginal, et le long duquel le testicule va glisser à travers le canal inguinal vers le scrotum. Lors de sa migration de la région lombaire vers la région scrotale, le testicule emporte en quelque sorte avec lui des éléments de la paroi abdominale qui vont participer à la constitution des enveloppes du testicule. Le fascia transversalis, les muscles transverses, oblique interne, oblique externe de l'abdomen et le péritoine vont envoyer des enveloppes participant à la constitution de la paroi du scrotum. Entre le 3e et le 7e mois de vie intra-utérine, le testicule est encore dans le canal inguinal. Il arrive dans le scrotum vers le 9e mois de la vie intra-utérine. Durant la première année de vie, le processus vaginal va s'oblitérer. Il persistera sous la forme du ligament péritonéo-vaginal au centre du cordon spermatique. Dans le scrotum et autour du testicule, il persiste à l'âge adulte une poche appelée vaginale testiculaire, qui est donc un résidu du canal péritonéo-vaginal. Les testicules sont les glandes génitales mâles situées dans le scrotum. Les deux testicules ont une forme ovoïde à grand axe orienté vers le bas et l'arrière. Ils mesurent entre 4 et 5 cm de long et 2 à 3 cm d'épaisseur. Il s'agit d'une glande endocrine produisant notamment la testostérone et dite exocrine en raison de l'émission de spermatozoïdes. Chaque testicule est recouvert d'une tunique albuginée inextensible qui envoie des septa délimitant des lobules. Il en existe environ 300 à l'intérieur de chaque testicule. Les lobules contiennent des tubules séminifères qui sont d'abord contournés où sont produites les gamètes mâles. C'est la spermatogénèse. Ces tubules contournés convergent vers des tubules séminifères droits, puis rejoignent le rété testis qui occupe le médiastinum testis. Enfin, ils rejoignent le canal épididymaire par les canalicules efférents. Les tubules séminifères sont tapissés d'une couche de cellules nourricières, les cellules de Sertoli, et entre les tubules séminifères se trouvent les cellules de Leydig qui produisent les hormones stéroïdes. Sur cette face latérale du testicule, on constate son orientation vers le bas et l'arrière. Le testicule est relié à son pôle inférieur par le jubernaculum testis au fond du scrotum. Il est surmonté par l'épididyme. On note la présence d'hydatides épididymaires et testiculaires, résidus des canaux de Wolff et de Müller. Le testicule est vascularisé par 3 artères, la principale étant l'artère testiculaire, branche de l'aorte abdominale. Il existe aussi une artère du conduit déférent, branche de l'artère iliaque interne, et une artère crémastérique, branche de l'artère épigastrique inférieure. Nous verrons que le drainage veineux se fait vers un réseau veineux antérieur ou pampiniforme qui va rejoindre les veines testiculaires de chaque côté, puis rejoindre la veine rénale à gauche ou la veine cave inférieure à droite. Il existe un réseau veineux postérieur moins important qui se jette dans la veine épigastrique inférieure. Le drainage lymphatique de la glande se fait en suivant les vaisseaux sanguins et aboutit dans les lymphonoeux aortiques et interaortico-caves. Les testicules sont en dehors de la cavité abdominale, dans le scrotum où règne une température de 35 degrés. Cette température est essentielle pour que la spermatogénèse se déroule dans de bonnes conditions. Toute augmentation de la température intrascrotale peut altérer ce processus. La vascularisation du testicule et des voies spermatiques peut provenir de plusieurs niveaux depuis la région lombaire jusqu'à la région iliaque et pelvienne. Ceci illustre le développement embryologique du testicule et notamment sa migration depuis la région lombaire jusqu'à la région scrotale. Le testicule est vascularisé par l'artère testiculaire, branche de l'aorte abdominale. L'épididyme est vascularisé par l'artère testiculaire et l'artère du conduit déférent, branche de l'artère vésicale inférieure. Le conduit déférent est vascularisé par l'artère du conduit déférent. Les vésicules séminales sont vascularisées par l'artère vésicale inférieure et l'artère du conduit déférent. L'artère testiculaire est donc une branche latérale de l'aorte qui va croiser à droite la veine cave inférieure, puis la face antérieure de l'urtère et rejoindre le canal inguinal, puis le cordon. Dans le cordon, nous avons ici une coupe horizontale. L'artère testiculaire est en arrière du plexus testiculaire antérieur ou pampiniforme qui occupe la majeure partie du cordon. Arrivé au pôle supérieur du testicule, l'artère testiculaire va se diviser en une branche épididymaire qui va longer l'épididyme
et s'anastomosée avec l'artère du conduit déférent et l'artère crémastérique. Elle donne aussi une branche testiculaire qui croise la face interne de l'épididyme, au bord supérieur du testicule, pénètre l'albuginée et va se diviser en deux branches, une branche médiale et une branche latérale, vascularisant chacune une moitié sagittale du testicule. Ces artères vont donner des rameaux interlobulaires vers le médiastinum testis. Le principal drainage veineux du testicule se fait vers les veines du plexus testiculaire antérieur. Ces veines drainent le testicule et la moitié antérieure de l'épididyme. Sur une coupe du cordon, on voit qu'elles occupent la moitié antérieure. Ce plexus est situé en avant du canal déférent. Dans le canal inguinal, ces veines se réunissent en 3 à 6 veines qui vont pénétrer dans la cavité abdominale par l'anneau inguinal profond. Elles vont longer le muscle psoas en arrière du péritoine et les veines vont ensuite fusionner progressivement pour former une veine unique, la veine testiculaire, qui se jette dans la veine cave inférieure à droite avec un angle aigu et à gauche dans la veine rénale gauche avec un angle droit. Du fait de ces dispositions, on voit qu'il existe un risque plus important de reflux veineux dans la veine testiculaire gauche, à l'origine de ce qu'on appelle un varicocèle, que dans la veine testiculaire droite. Ces veines testiculaires comportent des valves qui peuvent être déficientes. La veine testiculaire gauche est d'autre part plus sujette aux compressions et donc au reflux, car elle est située en arrière du côlon pelvien et est donc sujette à la pression du contenu de cette partie de l'intestin. D'autre part, la pince aorto-mésentérique peut comprimer la veine rénale et par conséquent favoriser le reflux dans la veine testiculaire gauche. Le plexus testiculaire postérieur est beaucoup moins important, il est en arrière du conduit déférent, sur cette coupe du cordon. Il draine la partie postérieure de l'épididyme et du testicule. Il va rejoindre la veine épigastrique inférieure, se jetant dans la veine iliaque externe, et des veines circonflexes qui vont rejoindre la veine fémorale. Enfin, ces réseaux veineux peuvent aussi se jeter dans les veines pudendales internes et externes. On voit ici une illustration radiologique avec opacification des veines scrotales, montrant une convergence des différents plexus vers une veine unique, mais avec des anastomoses rejoignant la veine fémorale. Les lymphatiques du testicule se drainent principalement le long de l'artère testiculaire et vont aboutir à des lymphatiques lombaires de chaque côté entre le pédicule rénal et la bifurcation aortique. C'est-à-dire que les lymphatiques d'un testicule peuvent croiser la ligne médiane pour rejoindre les lymphonoeux de la région contralatérale. A noter que la voie terminale du testicule droit se fait vers un lymphonoeux en regard du bord inférieur de la veine rénale droite. Celle du testicule gauche se fait vers un lymphonoeux en regard de la veine rénale gauche. Lors d'un curage lombo-aortique pour cancer du testicule, il faudra donc remonter jusqu'aux veines rénales. Les voies spermatiques représentent les voies d'excrétion du sperme testiculaire. Elles vont des tubulures séminifères droits à l'urètre prostatique. Elles comprennent donc successivement les tubules séminifères droits, le rététestis, les canalicules efférents qui traversent l'albuginée du testicule, l'épididyme, le conduit déférent, que l'on retrouve sur ce schéma dans sa partie scrotale, funiculaire, inguinale, pelvienne, les vésicules séminales et les conduits éjaculateurs qui s'abougent dans l'urètre prostatique. Nous allons commencer par décrire l'épididyme, qui est un lieu de stockage et de maturation des spermatozoïdes. Le transit des spermatozoïdes dans l'épididyme est de 2 à 3 semaines. Durant ce trajet, les spermatozoïdes vont acquérir des capacités à se propulser et un pouvoir fécondant. A noter que les spermatozoïdes entrant dans les canicules ne sont pas fécondants, alors qu'ils le sont dans la partie distale de l'épididyme. Donc l'épididyme apporte les nutriments nécessaires à la conservation des spermatozoïdes qui peuvent séjourner plusieurs mois avant d'être dégradés s'il n'y a pas d'éjaculation. Donc cette partie distale de l'épididyme est un lieu de conservation et de stockage de spermatozoïdes mûrs avant chaque éjaculation. Une partie de ces spermatozoïdes est emportée à chaque éjaculation. Enfin, l'épididyme sécrète des facteurs dits de décapacitation permettant d'éviter aux spermatozoïdes une réaction acrosomique prématurée. L'épididyme coiffe le bord postéro-supérieur et la face latérale du testicule à la manière d'un cimier de casque. Il présente une forme allongée vers le bas et l'arrière, avec 3 segments, une tête, un corps et une queue, pour une longueur moyenne de 5 cm. La tête a une forme arrondie et est adhérente au pôle crânial du testicule, auquel elle est reliée
par les canalicules efférents. Le corps longe le bord postéro-supérieur et la queue se poursuit par le conduit déférent formant une anse épididymo-déférentielle. Il existe au niveau de la tête de l'épididyme un appendice vermiculaire ou hydatide pédiculé qui est un résidu du canal mésonéphrotique. Le canal déférent, qui fait suite à l'épididyme, croise la face interne de l'épididyme, comme on peut le voir sur ce schéma, montrant la face médiale du testicule. Ce croisement se fait à la jonction entre tête et corps de l'épididyme avant de rejoindre le cordon spermatique. Enfin, la tête de l'épididyme est en rapport avec la ligne de réflexion de la vaginale du testicule. Nous verrons plus loin la vascularisation et l'innervation des voies spermatiques. Le conduit déférent fait donc suite à la queue de l'épididyme et se termine à la base de la prostate. Il a la forme d'un canal blanchâtre, mesurant en moyenne 35 à 45 cm de long pour un diamètre de 3 mm. Sa paroi musculaire est épaisse, ce qui lui confère une consistance dure comparable à une corde de fouet. Il présente donc, comme nous l'avons vu, successivement une partie scrotale, funiculaire, inguinale, où il va traverser le canal inguinal, pelvienne et rétrovésicale. La partie scrotale initiale, après avoir formé l'anse épididymo-déférentielle, va occuper la moitié postérieure du cordon spermatique. Le conduit déférent traverse successivement la racine du scrotum, puis aborde le canal inguinal. À l'orifice inguinal profond, il se dissocie des autres éléments du cordon spermatique, formant une courbe concave vers le bas. Il contourne l'artère épigastrique inférieure et aborde la cavité pelvienne où il présente une portion latérovésicale puis rétrovésicale. Initialement plaqué contre le péritoine, il croise les vaisseaux iliaques externes, les vaisseaux obturateurs et l'artère ombilicale. Dans sa portion rétrovésicale, il précroise l'urtère et gagne la base de la vessie en longeant le bord interne des vésicules séminales. À sa terminaison, il présente une dilatation terminale ou ampoule déférentielle et rejoint le canal excréteur de la vésicule séminale pour former le conduit éjaculateur. Les vésicules séminales sont des éléments périsymétriques des voies spermatiques de l'homme. Elles ont une fonction de stockage des spermatozoïdes et de production du liquide séminal. Elles sont situées dans le pelvis minor, entre le rectum en arrière et la vessie et la prostate en avant. Elles sont séparées du rectum par le fasciate de Nonvilliers, comme nous l'avons vu sur la coupe sagittale. Chaque vésicule séminale a la forme d'un canal tortueux, bosselé et fléchi sur lui-même. Il présente une partie postéro-externe, le fond, un corps et un col qui se terminent dans la partie terminale du conduit déférent. Les sécrétions de la vésicule séminale constituent 2/3 du liquide séminal. Ces sécrétions sont riches en fructose, essentielle pour la survie des spermatozoïdes. Alors, voici quelques schémas pour compléter la description anatomique du conduit déférent. Une vue postérieure du bloc vésico-prostatique que nous avons déjà décrite. Une vue postérieure de la vessie, de la paroi abdominale et de l'os iliaque. Et une coupe frontale passant par l'urètre prostatique. Ce schéma nous permet de décrire le trajet latérovésical du conduit déférent qui, à l'orifice inguinal profond, se dissocie des autres éléments du cordon spermatique en formant, comme nous l'avons dit, une courbe concave en bas qui va contourner par en arrière l'artère épigastrique inférieure et rejoindre la cavité pelvienne. Dans sa portion rétrovésicale, il précroise l'urtère et gagne la base de la vessie en longeant le bord interne des vésicules séminales. Il va se poursuivre par les conduits éjaculateurs qui s'abougent de part et d'autre de l'utricule prostatique, vestige du conduit de Muller, au niveau du colliculus seminalis. Ce schéma général va nous permettre de synthétiser la vascularisation et l'innervation des voies séminales et du testicule, impliquées donc dans le phénomène d'éjaculation. Nous avons déjà décrit la vascularisation du testicule. L'épididyme est vascularisé par l'artère testiculaire et l'artère du conduit déférent, branche de l'artère vésicale inférieure, elle-même branche de l'artère iliaque interne. L'épididyme est innervé par des fibres végétatives issues des plexus hypogastriques supérieurs, qui peuvent donc être lésés au décours d'un curage lombo-aortique, et des plexus hypogastriques inférieurs, envoyant notamment des branches qui vont suivre le conduit déférent. On rappelle que ce plexus hypogastrique inférieur est le centre de relais et d'intégration de la plupart des fibres végétatives destinées aux organes pelviens et aux organes génitaux. Il existe un contingent
de fibres nerveuses parasympathiques qui cheminent par les racines sacrées et un contingent sympathique provenant des plexus hypogastriques supérieurs ou de la chaîne sympathique latérovertébrale, non représentée sur ce schéma. Ce plexus hypogastrique inférieur innerve donc les conduits déférents. La plupart des fibres végétatives innervant les voies séminales proviennent donc du plexus hypogastrique supérieur et du plexus hypogastrique inférieur. Cette planche va nous permettre de décrire la vaginale testiculaire et les principales enveloppes du testicule. On rappelle donc que le testicule va traverser la paroi abdominale pour se rendre dans le scrotum, entraînant avec lui des fragments de muscles larges de l'abdomen et des segments de péritoine formant le canal péritonéo-vaginal qui va s'oblitérer et devenir le canal de Cloquet et la vaginale testiculaire. Cette vaginale testiculaire est donc une membrane séreuse avec un feuillet viscéral qui recouvre la tête de l'épididyme, les testicules et la partie basse du cordon. Vous avez ici différentes coupes successives du testicule, montrant que la vaginale ne recouvre pas la face postérieure et interne du testicule, à l'endroit où se trouve le hile du testicule, contenant notamment l'artère testiculaire, les plexus pompiniformes et le conduit déférent. Il existe des lignes de réflexion de la vaginale viscérale sur le feuillet pariétal qui vont donc entourer l'origine du cordon. Cette coupe passe par le corps de l'épididyme, montrant que sa face supéro-externe est recouverte de vaginale, alors que sa face interne est en rapport avec les vaisseaux du cordon. La face inférieure est séparée du testicule par une fosse interépididymo-testiculaire que nous avons décrite précédemment. Il s'agit d'un prolongement de la cavité vaginale entre ces deux organes. Enfin, nous avons ici une coupe schématique montrant les différentes enveloppes du scrotum. Le ligament de Cloquet, vestige du processus vaginal, s'est oblitéré. Il se poursuit avec la vaginale, avec un feuillet viscéral, un feuillet pariétal. En dedans de l'épididyme, le conduit déférent et les éléments vasculaires sont représentés. On peut donc représenter plus haut la cavité abdominale avec le péritoine et la cavité abdominale proprement dite à cet endroit. Le ligament de Cloquet va donc traverser l'orifice inguinal en dehors de l'artère épigastrique inférieure. Superficiellement au péritoine se trouve un fascia, le fascia transversalis, qui va se poursuivre jusque dans le scrotum pour former un fascia spermatique interne. Les muscles larges de l'abdomen vont envoyer des expansions musculaires constituant le muscle crémaster, qui est principalement un prolongement des muscles obliques internes et transverses. Ce muscle crémaster, en se contractant, ramène le testicule vers la cavité abdominale. À ce niveau, le muscle oblique externe est principalement représenté par son aponévrose, qui va envoyer un fascia spermatique externe participant à la constitution de l'enveloppe scrotale. Enfin, la peau est doublée sur sa face profonde du muscle dartos, qui se poursuit médialement avec un septum interscrotal, celui-ci se poursuivant en haut avec les enveloppes péniennes et le ligament suspenseur du pénis. L'absence de fermeture du processus vaginal aboutit à une hernie qu'on nomme oblique externe dans la mesure où elle suit le trajet oblique externe du ligament de Cloquet. Cette hernie se prolonge latéralement par rapport à l'artère épigastrique inférieure. Une hernie inguinale peut aussi être directe lorsqu'il existe une défaillance de cette paroi musculaire en dedans de l'artère épigastrique inférieure. À ce moment-là, le ligament de Cloquet n'est pas impliqué. Pour finir, voici quelques exemples d'accumulation anormale de liquide dans la vaginale, ce qu'on appelle une hydrocèle. On peut la mettre en évidence et la différencier d'une tumeur testiculaire par une épreuve de transillumination, en mettant simplement une lampe torche en dessous du testicule. Le liquide présent dans la vaginale va laisser passer la lumière. Ceci permet de faire la différence avec une tumeur testiculaire solide. Vous voyez que la vaginale est ici ouverte. On a donc un aspect qui ressemble fortement à celui du péritoine. Le testicule est présent, relié par le ligament scrotal à la partie inférieure du scrotum, et on va pouvoir réséquer cette vaginale pour traiter cette hydrocèle.